Soyez tous et toutes bienvenus à ce deuxième café scientifique et de la culture organisé par le pôle francophone de l'UAM sous l'égide de l'Agence universitaire de la francophonie et de la vice-présidence pour les relations internationales de l'UAM. Je suis Patricia Martinez, doyenne de la faculté de philosophie et lettres à l'université, et j'ai le grand plaisir de présenter notre collègue Carmen Mata Barreiro, qui est professeure titulaire au département de français de notre faculté à l'UAM. Et elle a été aussi professeure invitée à l'Université de Montréal. La recherche de Carmen Mata porte sur le travail de mémoire chez les écrivains et écrivaines francophones, mémoire de la guerre et de la violence, mémoire de l'exil, l'écriture de l'exil et de l'émigration ou immigration, l'imaginaire de la ville, l'écriture au féminin, les émotions et l'éthique du care. Elle a dirigé différents volumes collectifs, parmi lesquels Espagnes imaginaires du Québec, publié en 2012. Elle a coordonné un numéro de Globe, revue internationale d'études québécoises sur étrangers et territorialité, publié en 2007, et a écrit de nombreux articles, parmi lesquels nous allons citer les deux derniers: l'écriture au féminin actuelle, la mémoire, l'intime, l'éthique, l'écriture comme recherche, publié dans Que devient la littérature québécoise, forme et enjeux des pratiques narratives depuis 1993, paru en 2017, ou l'écriture migrante francophone comme objet de recherche, laboratoire d'idées, miroir de société, paru dans Voix francophone de la migration, univers migrant, fiction et réalité, publié en 2020. Carmen Mata est membre du Comité scientifique international des revues Recherche sociographique de l'Université Laval au Québec, de Globe, Revue internationale d'études québécoises de Québec et Revue des lettres et des traductions du Liban. Elle a été membre du conseil d'administration de l'Association internationale des études québécoises, AIEC, et les chercheurs internationaux du CIRM, CRIEM, Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises de l'Université McGill à Montréal et co-directrice de la Muestra de cinéma francophone Encuentros Rencontres à Madrid. Elle a été honorée avec la médaille du 50e anniversaire du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec en 2018. Sa présentation aujourd'hui dans ce Café de la Culture portera sur la question suivante: de l'Afrique subsaharienne à l'univers des Amérindiens canadiens. Les écrivains peuvent changer le monde. Merci Carmen d'être ici, de partager avec nous vos travaux, vos réflexions. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, c'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir de participer à ces projets, à ces beaux projets qui a été accordé par l'Agence universitaire de la francophonie et qui nous permet de partager des recherches, afin de construire des ponts avec d'autres universités, d'autres collectifs. Donc, ça me semble fort intéressant. Donc, lorsque on a envisagé une soirée, ces cafés scientifiques et de la culture, j'ai proposé de réfléchir autour d'une question qui est est-ce que les écrivaines, surtout des territoires considérés comme périphériques, peuvent changer le monde? Donc, est-ce que leurs valeurs, leurs intelligences, leur engagement peut apporter, peut éveiller des gens et peut interpeller des gens et nous faire réfléchir pour avancer et créer et construire un univers qui soit plus juste, plus égalitaire et surtout particulièrement, étant donné les circonstances que nous vivons, donc dans une époque soumise à des graves bouleversements.
Donc, je vous invite donc à un voyage dans la francophonie et donc un voyage dans des territoires culturels justement francophones, comme je disais, périphériques, donc à une réflexion sur l'intelligence, le courage, la sensibilité d'écrivaines francophones du XXIe siècle. Et donc cette réflexion, évidemment, mène à un débat et ce serait intéressant d'en discuter virtuellement ou autrement autour d'une question qui me semble importante. Donc je crois que on a divulgué le schéma et je vais suivre ces voyages, va commencer tel que je l'avais prévu par l'Afrique subsaharienne et va terminer dans l'univers des écritures autochtones ou littérature amérindienne autochtone, donc au Québec. Donc, on va aller de l'Afrique en passant par le Maghreb, Haïti et le Québec et l'univers autochtone. Donc, l'Afrique subsaharienne, je vais offre présente des écrivaines d'une génération que Waweri a appelé les enfants de la post-colonie, donc qui n'ont pas peur des mots, qui proposent donc qui ont un avis critique, solide, intelligent, lucide. Et particulièrement, donc j'ai choisi pour cette soirée de Leonora Miano et Fatou Diom. Donc, comme je disais, appartiennent aux enfants de la post-colonie, qui donc à un moment, c'est-à-dire dans ce 21e siècle, où enfin, je dois dire, il y a une valorisation, il y a une prise de conscience de l'importance de ces voix qui publient énormément, qui sont très présentes aussi dans le média francophone, dans le média français, et qui participent par exemple à des ateliers de la pensée au Sénégal, en dialogue avec des grands intellectuels, hommes dans ce cas comme Achille Membe et Souleymane Bachir Diagne. Donc, Leonora Miano a élaboré une pensée critique qui remet en cause la prépondérance du discours occidental et qui propose surtout des approches renouvelées et des concepts innovants qui nous permettent de relire un monde en évolution et produire de nouvelles intelligibilités sur les réalités de l'Afrique, évidemment, mais aussi du monde. Donc, je soulignerai un roman, l'un de ses premiers romans, qui s'appelle La saison de l'ombre, en 2013, qui avait eu les prix Femina. Donc, dans le péritexte, au début, donc l'épigraphe dédicatoire, elle avait écrit « Aux résidents de l'ombre que recouvrent l'estuaire atlantique, à ceux qui les aimaient ». Donc, ce livre est très original parce que on imagine la première fois que dans un village en Afrique centrale, il y a la disparition des jeunes gens qui nouvellement initiés et on ne sait pas ce qui s'est passé, on se pose des questions et il va y avoir des gens qui vont se mobiliser pour essayer de comprendre évidemment et surtout chercher ces disparus. Et je cite, des femmes ont été consultées, les plus âgées, celles qui ne voient plus leur sang depuis de longues lunes, celles que les clans considèrent désormais comme les égales des hommes. Donc, c'est un grand roman de l'esclavage parce que il traduit la souffrance infligée par les Européens qu'on appelait les hommes au pied des poules. Donc, cette violence qui, comme dit Leonora Miano, c'est une violence qui endeuille et qui mutile. Donc, et surtout la difficulté de comprendre la convoitise de certains peuples, de certains villages qui sont autour et qui vont collaborer avec les Européens, évidemment, pour trahir ces villages. Donc, ce sont les côtiers, les Bouels
Et donc, ces autres villages qui sont près de la côte et qui sont pourvoyeurs des prisonniers. Et là, il y a des femmes, il y a des voix des femmes, et il y a des femmes, surtout une femme qui va faire un long périple pour apprendre la terrible vérité, donc la déportation de ces jeunes gens. Donc, Leonardo Miano donc, a écrit des romans, mais a écrit aussi de beaucoup d'essais, fait des conférences, et elle se pose beaucoup de questions, elle fait des remises en question aussi, même du langage, des toponymes comme Afrique, aussi de mots qui ont servi à stigmatiser comme noir. Et donc, c'est une littérature qui, comme elle dit, réfléchit autant qu'elle raconte. Et la constante dans cette œuvre, c'est libérer la parole et briser ses propres silences pour se dire pleinement. Donc, et aussi, elle tient à contribuer à la réhabilitation de la conscience de soi au sud du Sahara. Donc, la décolonisation du langage, c'est une façon de lutter contre la dépossession. Donc, par exemple, l'exemple que je viens de donner, Afrique, dans un livre collectif qui s'appelle « Écrire l'Afrique monde », elle se pose la question, est-ce qu'on va abandonner ces mots qui ne nous appartiennent pas, ou bien on va essayer de les traiter autrement. Donc, plutôt que d'être perçu comme une simple désignation, elle propose, je cite, une narration, donc une histoire déjà multiséculaire dont il convient aujourd'hui de forger les sens. Donc ce serait les sens qu'on changerait dans ces toponymes d'Afrique afin de les posséder pleinement. Donc, et par rapport, par exemple, au mot qui stigmatise comme c'est noir, c'est qu'elle propose, évidemment, c'est d'aider racialiser le langage, c'est de ne pas utiliser les noms raciaux de noirs pour nous désigner, dit-elle. Elle tient aussi à, par exemple, la problématique des frontières, donc à que ce soit perçu comme un espace, pas un espace de séparation, pas un espace de séparation en fait, mais un espace plutôt de rencontre, comme elle dit, d'accollement permanent. Et son dernier livre qui vient de paraître, que j'ai derrière moi, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, donc c'est Afropéa, utopie post-occidentale et post-raciste. Donc, et là, elle s'adresse aux Afropéens. Elle n'est pas une Afropéenne parce que elle est née au Cameroun. Donc, pour elle, les Afropéens, qui étaient une mot valise évidemment avec Afrique, avec Africains et Européens. Donc, ce sont des gens qui sont nés en Europe ou bien qui sont arrivés à un âge où ils sont éduqués en Europe. Donc, c'est pas son cas. Mais sa fille, oui, par exemple. Donc, et là, elle pense, par rapport à cet essai, elle dit Afropéa est une pensée de l'affranchissement. Donc, ce qu'elle veut, c'est éviter, même s'il y aurait des raisons avec toute cette violence, avec toute cette mémoire blessée, qu'elle tient évidemment à rappeler, à faire un travail de mémoire, comme dirait Paul Ricoeur, mais elle ne veut pas rester à la haine, à la crispation. Ce qu'elle veut, c'est arriver à créer un lien, surtout chez les Afropéens ou Afropéennes. Donc, c'est renouvellement du lien et aussi que les Afropéens et Afropéennes puissent être soi. Donc, pas ce que d'autres ont voulu fabriquer. Donc, par exemple, ne pas être noir, comme elle avait dit préalablement. Donc, forger une identité sociale et culturelle choisie et non subie, un rapport, c'est s'affranchir de ce qu'elle appelle l'occidentalité, c'est-à-dire pour elle, l'occidentalité, c'est les côtés noirs, les côtés, disons, obscurs de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe en tant que prédatrice, non? Et moteur de violence, évidemment, dans son travail entre guillemets, de colonisation et d'esclavage. Et donc,
elle propose de déracialiser l'imaginaire et de sortir d'une taxinomie qui nous maintient dans quelque chose évidemment de négatif, et aussi quelque chose de très important que nous allons voir après, parce qu'il y a curieusement beaucoup de ressemblances entre le monde d'Afrique subsaharienne et le monde des Amérindiens, donc intégrer la spiritualité. Et dans ces romans, dans beaucoup de ces romans, elle intègre la spiritualité, elle croit toujours qu'il y a des êtres qui ne sont ni animaux, ni personnes, et qui sont dans la société africaine. Donc, et elle tient à les intégrer. Donc, ce qu'elle veut aussi, évidemment, c'est pacifier les termes qui ont été perçus et vécus comme contraires. Donc, créer ces liens, créer un monde, évidemment, post-raciste et post-occidental. Donc, une autre auteure qui me semble très, très intéressante, à peu près de la même génération, mais elle, d'origine sénégalaise, même Sérère, c'est-à-dire de la région de Senghor. Donc, c'est région des Sérères animistes, mais qui est en France depuis 25 ans. C'est donc Fatou Diome, qui a écrit des romans, des nouvelles, des essais dont Marianne porte plainte, évidemment. Là, c'est très politique, avec des dimensions politiques très, très évidentes, justement pour lutter contre les populismes et les nationalismes. Et dès le début, la dimension politique est très présente parce qu'elle a subi aussi le racisme, c'est-à-dire qu'elle s'était mariée avec un Français alsacien et en arrivant en Alsace, elle a vécu le racisme de la famille de son mari. D'ailleurs, ça a détruit son mariage. Donc là, c'est aussi un certain drame personnel. Mais à partir de là, son énergie l'a fait aller vers l'humour. Et donc son premier livre, c'est Préférences nationales et autres nouvelles en 2001. Où justement, elle fait une approche pleine d'humour, avec des babysitters qu'on traite comme si c'était comme si c'était des êtres non civilisés entre guillemets, et alors que c'est une babysitter évidemment qui est universitaire, non, comme c'est son cas parce qu'elle a fait une thèse de doctorat et elle a été professeure à l'université de Strasbourg. Donc et après, là, un autre sujet qui la tient à cœur, c'est évidemment l'immigration. Et un roman très, très connu de Fatou Diome, c'est Les ventres de l'Atlantique, où elle analyse l'attirance de la jeunesse africaine pour l'Europe et aussi, enfin, des illusions qu'ils se font, des faux espoirs. Et une autre qui est peut-être un peu plus originale, un autre roman, c'est Celles qui attendent. Celles qui attendent, c'est je sais pas si vous arrivez à voir la couverture. C'est ces femmes, épouses, mères qui restent en Afrique et qui attendent le coup de téléphone des clandestins, comme on les appelle dans le roman, et qui vont en Espagne, parce que là, c'est toujours indiqué qu'ils vont en Espagne. Et d'ailleurs, dans le village, la pression sociale demande aux mères et aux épouses, est-ce que vos Espagnols, donc on les appelle les enfants ou les maris, les Espagnols, et qui vont évidemment dans ces pirogues qui étaient utilisées pour la pêche, mais qui à cause des chalutiers des pays occidentaux, parce que eux ils utilisent, c'est curieux, ils utilisent occidental alors que c'est vraiment nord-sud, mais la dénomination par rapport à l'Europe, c'est le monde occidental. Donc là, ces chalutiers, comme c'est indiqué dans le roman, les chalutiers occidentaux s'est mis à piller les ressources halieutiques locales. Ce qui fait, c'est une paupérisation de ce monde des pêcheurs, et certains vendent les pirogues, et ce sont ce que nous appelons en Espagne los cayucos,
qui sont utilisés par ces passeurs. Et aussi, dans le roman, on voit que au début, ce sont des passeurs, mais après, ce sont des femmes commerçantes qui essayent d'aider ces jeunes gens pour qu'ils puissent arriver en Europe parce qu'ils ne peuvent pas aller autrement, alors que certains enfants de ces familles ont des bourses pour aller au Canada ou en France. Donc, l'angoisse de ces mères, c'est particulièrement des mères qui parfois doivent nourrir avec très peu de moyens les petits-enfants, donc des enfants qui restent très nombreux, familles nombreuses. Et une de ces mères dit je suis une mère d'absent, une mère du vide, je suis devenue une mère de l'absence. Donc, donc c'est cette angoisse qui est traduite donc dans ces romans. Donc, la question migratoire, lorsqu'elle intervient, elle intervient beaucoup dans les médias, particulièrement en France. Fatou Diom envisage la question migratoire comme une question, comme un problème planétaire, donc comme un problème géopolitique international qui est associé à la liberté de circulation, donc aux droits de l'homme. Même si c'est vrai qu'elle insiste sur le fait que l'immigration n'est pas, c'est une phrase à elle, l'immigration n'est pas la solution à long terme et qu'il faudrait investir surtout dans l'éducation. Donc, mais tout en considérant que les pays capitalistes devraient aider les pays affamés et que on ne peut pas accepter la résignation. Donc, elle est en colère contre cette idée de résignation, donc laisser ces inégalités au niveau géopolitique. Son dernier roman, son 6e roman de 2019, c'est Les Veilleurs de Sangomar. Donc, qui est né, comme elle dit, d'une réflexion lancinante, comme elle dit, la plupart de ses romans, donc des réflexions, des problématiques. Et elle se pose une question, c'est-à-dire, Les Veilleurs de Sangomar part d'un fait réel, qui est le naufrage d'un ferry où il y avait autour de 2000 personnes alors que c'était pour 500 personnes. Et donc, il y a eu à peu près tous les gens meurent et elle se pose la question, alors que le Titanic, c'est devenu un mythe, pourquoi les Joola, qui est le nom de ces ferries, donc on n'en parlait pas. Pourquoi? Parce que et elle dit parce que c'est évidemment le tiers-monde, parce que le naufrage ayant été près de Dakar. Donc, et là, d'un côté, c'est l'une des questions qu'elle se pose, mais de l'autre côté, elle se focalise sur un personnage féminin, sur une veuve dont le mari qu'elle aimait beaucoup est mort dans le naufrage. Et donc, c'est un roman sur la consolation, sur comment cette femme va trouver deux voies pour la résilience, c'est-à-dire d'un côté, donc l'écriture, donc elle va faire un journal, mais aussi aller à Sangomar, aller à un endroit où il y a une matérialisation si on peut dire ça, de l'animisme. Donc, il y a des esprits, et là, elle trouve une certaine résilience, une certaine consolation. Donc, et là, et elle insiste beaucoup, justement, Fatou Diom, sur le fait que l'animisme est une tradition, est une religion qui est authentique en Afrique, tandis que les autres, soit le christianisme, l'islam, c'est donc, ce n'est pas, ça a été implanté et donc ça a été imposé plutôt, et que ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Donc elle le dit à plusieurs reprises, elle l'a manifesté. Bon, donc après l'Afrique subsaharienne, donc on va passer au Maghreb. Et au Maghreb, évidemment, il y a des écrivaines absolument passionnantes en Algérie, au Maroc, comme Maïssa Bey, par exemple. Mais donc j'ai choisi Leila Slimani, qui a un rôle dans le monde de la francophonie et qui a beaucoup écrit récemment et qui, avec beaucoup de courage, en prenant certains risques même,
Donc, et qui tient à briser les silences et le tabou du Maroc, et aussi à poser de questions, à traiter ou approcher des problématiques comme c'est la violence. Déjà dans son roman qui a été primé avec le prix Goncourt, Chanson douce, qui était l'assassinat de bébé par une nounou. Donc, et là, c'est bon, évidemment, c'est un problème mental, la prise de conscience de l'inégalité, etc. Mais elle considère que le foyer, c'est le premier espace politique de la violence. Donc, c'est une œuvre osée, évidemment, parce qui a eu beaucoup de succès. Donc, elle a été traduite en 40 langues, mais c'est un roman qui est en même temps très dur. Donc, c'est les préoccupations, les réflexions mènent aussi à des essais comme Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc, avec une adaptation, donc ça c'est 2017, avec une adaptation à un roman graphique qui s'appelle Parole d'honneur. Et ça, c'est les points de départ, c'est les confidences que des femmes marocaines lui ont faites par rapport à leur vie amoureuse, à leur vie sexuelle, au manque de liberté, à l'hypocrisie sociale, à la virginité imposée, etc. Et donc, et là, elle dit, j'ai envie de donner à entendre ces tranches de vie, souvent douloureuses, dans une société où beaucoup d'hommes et de femmes préfèrent détourner les yeux. Cette parole, donc elle dit, est politique, engagée, émancipatrice. Donc, elle essaye de lutter contre l'institutionnalisation du mensonge. Elle revendique les droits de devenir des individus, d'éviter cette normalisation, ces normes qui enferment, qui emprisonnent les gens. Et donc, l'injonction, c'est de regarder la réalité en face, de parler, d'ouvrir des débats, afin de pouvoir s'aimer. Donc, parce que son diagnostic, c'est que on a des difficultés pour s'aimer dans cette société. Et donc, son dernier projet, c'est une réflexion par rapport à sa propre identité. C'est-à-dire, elle est donc marocaine, mais sa famille donc est métisse, parce que sa grand-mère, une Alsacienne, une femme donc d'un village alsacien, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des troupes coloniales, il y a des hommes marocains qui vont libérer ces villages. Et il y a une histoire d'amour entre un homme marocain et une femme donc alsacienne. Donc qui évidemment après va faire le voyage au Maroc et va rencontrer une société coloniale où le fait de s'être marié avec un homme marocain, c'est perçu comme donc s'ensauvager, c'est perçu comme c'est déclassé. Donc là, c'est le titre qui est elle va faire elle pense faire une trilogie pour donc l'histoire de sa famille, mais en même temps la problématique de l'altérité, c'est-à-dire le regard des autres qui emprisonne, non? Donc le titre étant Le pays des autres. Et donc ça vient d'être publié cette année. Et donc par exemple, elle cite donc je cite donc elle se rappelle comment sa grand-mère, lorsqu'elle était enceinte, une journée très chaude en été, donc elle se promène dans la ville coloniale à Meknes, qui est une ville où à ce moment-là il y avait un racisme très clair dans le monde colonial, et donc elle est enceinte et elle entend de jeunes femmes françaises qui, la regardant, disent « Regarde celle-là, c'est un arabe qui l'a engrossée ». Et donc, elle a réagi, évidemment, rapidement, parce que, bon, donc, elle a été, évidemment, elle a été insultée. Et donc, et là, c'est après la difficulté de s'adapter à ces pays des autres, c'est-à-dire les autres, les hommes pour les femmes, la société marocaine pour quelqu'un qui venait de l'Europe, donc la société coloniale avec aussi ses altérités particulières. Donc ça, c'est donc ces années de
Deuxième Guerre mondiale, et après, elle prépare évidemment la suite. Donc, bon, ça a l'air d'être très, très intéressant. Et c'est donc une femme qui, comme j'ai dit, a pris des risques parce que donc ses propos qui essayent de, enfin, qui cherchent un affranchissement par rapport au tabou. Évidemment, ça peut blesser certains enfin, éléments conservateurs ou même donc ou un monde religieux qui serait plus, enfin, plus disons, fondamentaliste même, non? Donc, on va donc on va traverser l'Atlantique et on va aller donc en Haïti et là je vais m'arrêter à l'œuvre de Marie-Célie Agnan qui elle vit à Montréal, mais donc elle est d'origine haïtienne et donc c'est l'histoire et c'est la mémoire haïtienne qui nourrit son œuvre, particulièrement, surtout la première partie. Après, il y a eu un élargissement, mais la mémoire, elle est toujours très, très présente. Donc, elle a toujours conçu la littérature comme un moyen de tuer les vides du silence. Donc, elle avait commencé par un roman très, très important. Enfin, l'un de ses premiers livres, c'est Le Livre d'Emma, qui est traduit à l'espagnol et qui, donc, c'est la mémoire de l'esclavage. Mais après, elle va dans d'autres livres, c'est aussi la mémoire d'autres violences, de mémoires blessées plus récentes, comme c'est donc la dictature des Duvalier, Papa Doc et Baby Doc au XXe siècle. Parmi ces derniers livres, il y a Femmes des terres brûlées, qui est un recueil de poésie où là, c'est un élargissement de sororité par rapport à des femmes palestiniennes, des femmes de beaucoup de pays. Et notre livre est très intéressant par rapport à nous, par rapport à l'Espagne, parce que là, elle crée un pont entre la mémoire de cette violence du monde du Duvalier, donc de Papa Doc, Baby Doc, avec la mémoire de la répression dans l'Espagne franquiste. Donc, il y a un personnage féminin qui est la fille qui a été violée, qui a un enfant et qui est la fille d'une journaliste. La journaliste existe d'ailleurs, elle a rendu hommage à la journaliste donc dans l'épigraphe, donc dans le péritexte. Et parce qu'elle dit une histoire tue est une histoire tuée, donc il faut absolument se rappeler cette femme qui a été torturée, violée, et après elle a survécu, mais elle n'a pas osé continuer à publier. Donc, et là, le roman s'appelle Femmes au temps des carnassiers, qui est donc un hommage à la résistance des femmes. Donc, c'est Grenade, c'est une femme qui a eu des membres de sa famille, donc la mère et la sœur assassinées dans des fosses communes, et des femmes qui ont été violées, donc dans le cadre de la dictature de Duvalier. Donc, et là, c'est en même temps, il y a la fille de cette femme qui a été violée. Donc, comme sa mère est absolument vulnérable, donc c'est l'espagnol, c'est Maria Luz qui s'en occupe. Et donc, il y a une relation de protection, de sororité qui est fort intéressante. Donc, dans cette amitié de ces deux femmes. Et Marie-Célie Agnan, elle dénonce dans ses romans l'impunité des tortionnaires. Donc, dans ces deux sociétés, l'espagnole de la répression franquiste et de l'époque de Duvalier, il échappe des silences souvent sur leurs crimes, provoqués par l'abus d'oubli chez les décideurs politiques et par ce que Paul Ricoeur appelle oubli des fuites, c'est-à-dire un vouloir ne pas savoir, chez les concitoyens qui entravent le travail de mémoire qui est évidemment indissociable du travail de deuil.
Donc on arrive au Québec et je vais parler de Louise Dupré. Là, évidemment, il y a des grandes écrivaines, Nicole Brossard, Madeleine Ouellet-Michalska, France Théoré, Élise Turcotte, Nicole Brossard qui écrit Écrire, je suis une femme est pleine de conséquences, ou Les futurs à des yeux des femmes. Donc, toutes ces écrivaines sont représentatives de la puissance de l'écriture au féminin, comme on dit là-bas, et au Québec. Et Louise Dupré, c'est donc une écriture de la blessure, travail de mémoire, empathie et éthique du cœur. Donc, c'est comme des traits distinctifs de son œuvre, un poète, un romancière, un essayiste, et aussi un auteur de pièces de théâtre. Et parmi ces objets de préoccupation et de création, nous soulignerons la violence, que ce soit dans le passé, par exemple la violence de la Shoah, dans le long poème Plus haut que les flammes, qui a été adapté, et nous l'avons mis en scène donc ici en Espagne, dans le cadre d'un colloque que nous avons organisé ici à l'Autonome. Donc, aussi, son dernier roman, Théo à jamais, c'est une violence qui, tout en étant née dans un cadre intime, un cadre de la famille, c'est une violence qu'on voit souvent, particulièrement par exemple aux États-Unis, c'est-à-dire les tueries des masses dans des universités, dans des collèges, etc. Et donc, le personnage féminin, qui est la narratrice, donc Béatrice, qui est en train de monter un film justement sur les tueries des masses, apprend au téléphone que son fils ou le fils de son mari, dont elle s'occupe depuis qu'elle est arrivée à cette famille, a essayé de tuer son père, donc un policier du campus a dégainé et donc il a tué les fils et le père est en soins intensifs. Donc Béatrice, cette femme, d'un côté, elle va travailler la consolation, elle va essayer de réhabiliter des mots comme amour pour atteindre un apaisement, mais il y a aussi évidemment le fantôme de Théo qui est dans la maison, et donc, mais surtout, elle va essayer de comprendre pourquoi un jeune homme, arrive à cette violence. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la responsabilité ou co-responsabilité dans la famille ou ailleurs? Et donc, elle fait une enquête pour essayer de comprendre pourquoi et comment. Et là, elle traite en même temps que la violence et la co-responsabilité, c'est aussi la problématique de la vulnérabilité, qui est une problématique fort intéressante, associée évidemment à l'éthique du cœur, mais donc elle rejoint la préoccupation et la réflexion d'une philosophe qui vient de faire paraître un livre, Sandra Logier, qui est professeure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est donc le livre La société des vulnérables, leçons féministes d'une crise, affirme que la vulnérabilité fait partie de la condition humaine, qu'elle définit l'humanité même. Donc ça, c'est fort intéressant de mettre en scène la vulnérabilité. Donc nous arrivons à la fin du parcours, qui est donc les écritures autochtones, comme on dit au Québec, plutôt qu'amérindiennes. Donc, à l'intérieur des écritures autochtones, il y a un protagonisme très grand de la nation Innu et surtout des écrivaines Innu. Et là, il y a Joséphine Bacon et Rita Mistokos. Joséphine Bacon qui est d'une génération, donc elle est plus âgée, et d'autres beaucoup plus jeunes, comme Naomi Fontaine, par exemple. Et donc, Joséphine Bacon et Rita Mistokos, elles ont, dans certaines des œuvres, elles ont choisi ce qu'on pourrait appeler des formes textuelles d'échange et de partage, c'est-à-dire participer à de relations épistolaires, à de livres où il y a un échange entre des écrivains québécois et des écrivains Innu, ou d'autres nations, dans le cas de Aimititatu Parlons-nous en 2008. Et ce qui est intéressant, c'est que ce premier projet d'échange entre des membres des
plusieurs nations et des écrivains québécois, c'est qu'il y a une suite. Donc, sur le même principe, ou Astéchu ou l'Himer d'automne, mais ça à deux, donc Rita Mestocosho et Jean Dessy, et Nous sommes tous des sauvages, que j'ai derrière moi, donc de Joséphine Bacon et José Aquelin. Et là, par exemple, Nous sommes tous des sauvages, là, il y a des poèmes qu'ils s'échangent dans le livre, et c'est très intéressant. Donc, Joséphine Bacon, c'est une femme donc c'est une écrivaine innu qui a recours à la poésie en français et en innu ému pour exprimer sa douleur et sa lutte contre la dépossession, comme dans son premier recueil de poésie qui s'appelle Bâton à message. Bon, là, je vous dis évidemment sans savoir comment ça se prononce, Tsisi Nuatsi Takana, où elle évoque la rupture dans la transmission des valeurs culturelles et de l'identité qu'elle a subie elle-même dans son enfance, parce que c'est l'une de ses enfants qu'on a amené à un pensionnat que le Canada avait organisé et qui évidemment comportait l'isolement de ces enfants par rapport à leur famille, donc la rupture des traditions, même de la langue, donc de la façon de s'habiller, de valeurs, etc. Et qui, maintenant, le gouvernement canadien est en train de faire un travail très intéressant, très courageux, en reconnaissant les torts, en reconnaissant même les sévices. Donc, ce qui s'appelle la Commission des vérités et des réconciliations. Donc, dans ce que le gouvernement du Canada considère génocide culturel. Donc, et par exemple, Joséphine Bacon écrit « Mon enfance n'a des visages que les coups reçus, muette face au soleil levant ». Naomi Fontaine appartient à une génération, donc elle est très jeune, elle a son premier livre, elle l'a fait dans la vingtaine, et c'est aussi une jeune Innu qui a écrit 3 romans. Donc elle, c'est pas la poésie, surtout c'est les romans ou roman récit. Kwesipan à toi, 2011, donc dont l'incipit traduit la douleur inhérente à la peinture de l'univers de la réserve. Je cite, « J'aurais aimé que les choses soient plus faciles à dire, à compter, à mettre en page, sans rien espérer, juste être comprises. Mais qui veut lire des mots comme drogue, inceste, alcool, solitude, suicide, chèque en bois, viol? J'ai mal et je n'ai encore rien dit. » Son deuxième roman, c'est très intéressant, c'est très particulier parce que Manika Netish, Petite Marguerite, de 2017, elle met en scène le projet d'apprendre le monde aux élèves, c'est-à-dire elle est inspirée de sa propre expérience comme professeur de français aux enfants, aux adolescents de sa réserve. Donc, mais elle, dedans, en rentrant ou en retournant à sa réserve qu'elle avait quittée avec sa mère pour vivre en ville pendant des années, donc elle exprime la honte donc liée à son incapacité à s'identifier à ces jeunes, à ces adolescents. Et là, elle parle souvent de la honte, donc qui est un problème évidemment qui est lié au racisme, qui est lié au regard des autres. Donc cet emprisonnement dans le concept de sauvage, de non civilisé. Son dernier livre qui vient de paraître, Chuni, est un récit qui aborde le dialogue entre son peuple, les Inuits et les Québécois. Donc, elle lutte contre les préjugés, les idées reçues sur son peuple, et elle propose qu'au lieu des statistiques, parce qu'elle dit il y en a beaucoup sur les Amérindiens, on apprenne à les connaître. Et donc, là, elle rejoint donc Joséphine Bacon, tout en étant beaucoup plus jeune, Joséphine Bacon qui, dans son livre « Nous sommes tous des sauvages », dénonçait le refus de regarder et d'écouter l'autre autochtone et revendiquait le droit à une identité et à un récit. Elle écrivait « Je rêve d'un seul récit qui dicterait sans faute toute une vie vécue, tu ne me regardes pas, tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas, tu ne m'écoutes pas, tu ne me parles pas. Tu es ici un conquérant de ma terre, tu m'emprisonnes dans ma terre, tu me prives de mon identité, tu me prives de mon territoire, qui suis-je ?» Donc, et la dernière que je vais citer, c'est Natacha Canapé-Fontaine,
Et là, et parmi les livres qu'elle a écrits, elle a écrit Bleuet et Abericot en 2016, qui donc un recueil de poèmes qui est composé des deux mouvements qui regroupe 5 longs poèmes. Les premiers mouvements évoquent la marche, la chasse, la cueillette, et le deuxième mouvement, la réserve et la migration. Donc, c'est une parole qui marche, parce qu'on voit elle parcourt du nord au sud, des bleuets aux abricots, et donc qui établit un rapprochement entre la femme nue et la terre. Donc là, donc il y a la sensualité, l'héroïsme donc associé au corps de la femme, et aussi la revendication de la terre, la possession de nouveau de la terre, la nommer par exemple, et lutter pour qu'elle ne soit pas violentée, elle ne soit pas attaquée par donc les perforations de pétrole ou par les détournements des rivières, non? Donc, par exemple, elle écrit « Je suis femme, la terre, d'où l'on a tiré mon nom, mon pubis attend l'avènement. Les missionnaires me disaient montagnaise, moi j'ai dit femme territoire, mes montagnes t'enseigneront l'avenir. » Donc, c'est une parole, donc cette violence, par exemple, je cite envers le territoire, détournement de la rivière de sa trajectoire, associé, comme elle écrit, à la cupidité. Et donc, dans cette approche de la dépossession, elle critique aussi elle fait une remise en question des toponymes imposés par les Européens, comme faisait Leonora Damiano avec l'Afrique. Donc, elle le fait avec l'Amérique. Donc, elle écrit « Pays mien a un nom plus grand que l'Amérique ». Et elle insiste sur le nom, nommer, donc les langages, réappropriation. Par exemple, apprendre les noms de mon pays, donc va devenir un leitmotiv et un engagement. Donc, et par exemple, elle écrit « Je ne me souviens plus de ton nom, épelle-moi les noms de ma terre, épelle-moi les noms de ma mère, mes paupières sont closes depuis trop de siècles, mon nom fut inventé par la révolte. » Donc, en guise de conclusion, donc, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles humanismes que proposent ces écrivaines, qui proposent dans leur discours, dans leur œuvre, dans ces œuvres où il y a un alliage entre création et théorie, entre écriture réflexive et dimension poétique et éthique. Donc là, je dirais, je citerai 10 éléments. Donc, la posture d'abord, briser les silences, donc la parole versus le silence, courage de dire, de parler, d'échanger, l'ouverture, comme disait Miano, briser ses propres silences pour se dire pleinement, ou bien Leila Slimani, se raconter, c'est devenir un sujet. Deuxième, la mémoire, travail de mémoire, ça c'est à peu près donc le travail de mémoire contre l'oubli, mais sans haine et sans crispation. Troisième, chez certaines surtout évidemment, la décolonisation de l'imaginaire, déconstruction de l'histoire. Quatrième, regarder l'autre, écouter l'autre, reconnaître l'autre, respecter l'autre, ses imaginaires et ses cosmovisions. Cinquième, respecter la terre. Sixième, sur le plan axiologique, donc mettre en relief des valeurs comme l'éthique du care, la vulnérabilité, la co-responsabilité, la consolation. Septième, sur le plan linguistique, sociolinguistique, décoloniser et déracialiser le langage, par exemple les toponymes, les désignations qui stigmatisent comme noir, sauvage, et nommer, donc avoir les droits de nommer. Huitième, vérité et réconciliation, donc qu'il y ait, comme dit justement Naomi Fontaine, oui, réconciliation, oui, mais vérité. Donc, fraternité, construire ensemble le monde. 9, sur le plan social, bannir la honte qui apparaît dans plusieurs de ses œuvres et reconquérir évidemment la fierté. Et 10e, donc sur le plan politique, ne plus accepter la résignation. Donc, comme insistait Fatou Diom. Donc, bon, ça, c'est donc une approche de l'importance de l'intelligence, des valeurs, de l'importance de faire connaître l'œuvre des écrivaines qui me semble
non seulement dignes d'être dans des programmes comme dans nos masters, par exemple, mais aussi d'être traduites, d'être connues, d'être partagées, parce qu'il y a des valeurs, parce qu'il y a surtout un désir et une volonté de construire un monde meilleur, un monde qui soit capable de faire face même à des crises douloureuses comme celles que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc ça, j'espère que ça vous a intéressé, et donc et j'espère qu'il y aura des questions. Donc pour voir si vous partagez si vous partagez ces idées d'importance de ces voix, et donc qu'est-ce que vous pensez de la revendication de l'œuvre littéraire pour les intégrer dans nos vies, dans nos bibliothèques, et pour justement améliorer notre univers. Donc, merci. Un grand merci, Carmen, et toutes mes félicitations pour cette belle présentation, pour cette traversée autour du monde, et à travers les regards, à travers les voix, les écritures de ces femmes, de cette collection de femmes si diverses, mais qui, au fond, témoignent d'une sensibilité, d'une façon de regarder, d'éprouver ces problématiques qui sont vraiment essentielles et qui définissent l'état actuel de l'être humain d'un point de vue féminin. Un être humain qui n'est plus seulement défini, caractérisé par le regard masculin, mais qui apparaît ici avec cette dimension qui est donnée par le regard de la femme. Alors, j'espère qu'il y aura, nous avons quelques minutes pour établir un échange avec Carmen, pour partager des questions, des réflexions, mais je voudrais de mon côté, pendant que peut-être on attend à quelques questions, justement souligner, retenir cette idée si importante que tu as signalée, que tu as visée, celle d'un nouvel humanisme. Un nouvel humanisme qui est en train de se construire grâce très précisément à ce regard féminin, à cette pensée, à cette sensibilité féminine, et qui met l'accent sur des valeurs nouvelles qui avaient été marginalisées ou écartées dans les visions anthropocentriques plus traditionnelles, qui met l'accent sur l'importance de la valeur de la rencontre de l'autre, de la reconnaissance de l'autre, de l'éthique, de la réparation, de l'éthique ou du soin, qui est une attitude de toujours féminine, de la vulnérabilité et de la co-responsabilité. Et tu as tout à fait raison, à mon sens, de signaler que ce sont des valeurs essentielles pour survivre, pour résister et pour surmonter cette crise que nous vivons à l'heure actuelle. Hein, voilà les véritables valeurs qui serviront sans doute à nous permettre de surmonter cette situation en tant qu'êtres humains, en tant qu'humanité. Donc, je retiens cette vision nouvelle de l'humanisme que tu as présentée, qui me semble d'une importance tout à fait centrale. Merci, Carmen. Merci à toi, Patricia. Alors, j'attends peut-être les interventions des personnes qui sont présentes virtuellement dans cette rencontre, mais tu peux peut-être, si tu Ah oui, d'accord, bien sûr. Donc, c'est vrai que, enfin, je crois que tu as souligné des aspects, des apports qui sont vraiment fondamentaux, et qui, par exemple, la vulnérabilité était perçue préalablement comme quelque chose, donc dans ce monde où il y a où l'autonomie est une valeur très mise en valeur. Donc, c'est la vulnérabilité, c'est comme, oui, associé aux femmes, donc c'est comme presque un défaut, alors que justement, ça nous permet d'approcher la vie autrement, ça nous permet de créer une
une relation de solidarité, de sororité, et évidemment, c'est très, très important. Donc, mais ça va, évidemment, c'est contraire à une vision, par exemple, du libéralisme ou néolibéralisme sauvage, où c'est les profits, où c'est la rapidité, où c'est le fait de gagner, de réussir, le succès. Donc, ce sont des valeurs qui donc sont très différents, mais c'est une société, donc on irait vers une société qui permet que chacun s'adapte à des rythmes différents, mais qui permet, donc qui fait une grande place aux sentiments, aux émotions, donc à une qualité dans la relation humaine, et donc qu'il faudrait il faudrait peut-être réfléchir de nouveau là-dessus, surtout après le cicatrice que nous laisse une époque comme celle-ci. Donc ça me semble évident. Bien. Alors, merci encore. Puisqu'il n'y a pas de questions ou si, Patricia, il y a deux questions. Il y a, en fait, il y a trois. Il y a Paula, il y a aussi Belkacem et il y a aussi Béatrice Calvo. Allez-y. Je vais vous proposer de donner la parole aux trois intervenantes ou intervenants, qu'elles posent leurs questions, et Carmen pourra peut-être les répondre de façon conjointe. Parfait, très bien, merci beaucoup. D'accord. Oui. Allez-y. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup, madame, pour cette conférence vraiment, vraiment très intéressante pour diverses raisons. Personnellement, le monde des écrivains m'intéresse énormément depuis ma plus tendre enfance. Et donc, j'ai une question concernant le titre que j'apprécie également énormément. Vous écrivez, les écrivains peuvent changer le monde. D'accord, moi j'ai une question. Changer le monde par leurs livres, par leur action politique, sur le terrain, par leur mode de vie, par quoi exactement? Merci beaucoup d'abord de la question. C'est-à-dire, actuellement, c'est vrai que la médiatisation de la littérature fait que, c'est pour ça que je fais référence parfois à des discours qui ont été émis dans des chaînes de télévision, par exemple, dans des programmes, dans des entretiens, des entrevues. Et donc, c'est dans la lecture de leurs œuvres, mais aussi à travers leurs œuvres, leurs livres, que ce soit romans, poèmes ou essais, mais aussi dans leurs interventions, dans leur analyse de la réalité, dans leur réaction, ce soit par exemple la solidarité, qui parfois deviennent, comme c'est le cas, par exemple les naufrages des Jola, deviennent la matière d'un roman, c'est-à-dire comment ça s'est fait qu'on est indifférent ou plus indifférent que si c'était arrivé en Europe, par exemple, ou bien la problématique de l'immigration, ou bien ne pas être cynique face à un problème de violence. Donc, là, c'est vrai que le canot, les voies d'intervention actuellement des écrivains et écrivaines, c'est pluriel. Donc, et c'est ça qui est important. Je crois que c'est vrai que, par exemple, dans le monde français et francophone, que ce soit au Québec, que ce soit en France, donc, ou en Belgique, donc on écoute la voix des écrivains, et donc dans des revues, dans Le Monde des livres par exemple, ou dans Le Devoir, continuellement il y a des articles, des entretiens, etc. Donc je crois que c'est vrai que actuellement les pouvoirs enfin la portée de leur discours, de leur réflexion, de leurs valeurs est beaucoup plus grande. Et ça, je crois que c'est très important en fait. C'est très positif. Sûrement. Que je sache, moi, si je me permets encore une autre petite question, madame, ça va être un peu rapide. Que je sache, moi, oui, certainement, un écrivain peut impacter, mais dans un cercle plus restreint, je dirais.
dans sa famille, dans sa ville. Mais est-ce que par le pouvoir d'un livre, un écrivain peut impacter sur la société, peut changer le cours des choses? Par exemple, moi qui viens du monde, disons, arabo-musulman, vous avez évoqué une question très intéressante qui concerne les femmes et tout. C'est un sujet tabou. Chez nous, par exemple, dans le monde arabe, il y a beaucoup d'écrivains qui se manifestent contre la chosification des femmes. Voilà, pour parler rapidement. Voilà. Mais je trouve que, je ne dirais pas que leur action est inutile ou inefficace. C'est-à-dire, elle n'a pas apporté beaucoup de changements. Voilà. C'est-à-dire. Oui, mais c'est vrai que là, il faut sûrement, il faudrait voir ça à moyen terme plutôt qu'à court terme. C'est-à-dire, le changement de mentalité, c'est un processus qui n'est pas rapide, évidemment. Mais c'est sûr que si on pense à il y a quelques années, donc on voit l'évolution des sociétés, des valeurs, une liberté plus grande, donc qui s'installe donc à un rythme, ça dépend, mais disons que moi je dirais plutôt à moyen terme, oui. À moyen terme. Merci. Merci. Oui. Alors, merci beaucoup, madame. J'espère que ma question a été pertinente. Oui. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons d'autres questions. Alors, nous allons donner la parole. Je demande à Béatrice Calvo, s'il vous plaît. Oui, voilà. Vous avez la parole. Allez-y. Oui, Béatrice. Oui, non, on t'entend pas. Voilà. Oui. Bonsoir, on m'entend maintenant? Oui. Ok, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette conférence magnifique, pour ces parcours qu'on a partagés avec passion, avec beaucoup d'intérêt. D'ici de Bruxelles, je vous dis bonsoir à tous et j'aurai beaucoup de questions, mais bon, je voudrais au moins lancer une par rapport à ces écrivains qui appartiennent à des générations différentes. Et donc, par rapport à la sororité dont on a parlé, est-ce qu'il y a des échanges entre des générations différentes? Est-ce que ces passages mémoriels, ces passages culturels, se fait aussi entre des générations de femmes? Est-ce qu'il y a une sororité intergénérationnelle, aussi interculturelle? Quels sont les échanges qu'elles partagent? Voilà, merci. Oui, par exemple, les deux exemples, comme le monde de l'Afrique subsaharienne et le monde des écritures autochtones, par exemple, dans Fatou Diom, Léonore Amiano, mais concrètement Fatou Diom, c'est-à-dire la référence aux premières femmes écrivaines, donc qui ont commencé à parler de problèmes des traditions qui sont donc comme les Lévira, comme qui sont difficiles à vivre, donc ou comme la tradition des mondes des funérailles par exemple. Ça, elle fait allusion dans ses interventions. Et dans le monde des écritures autochtones, oui, absolument. C'est-à-dire que je n'ai pas dit par manque de temps, mais Naomi Fontaine, qui est donc jeune, très jeune, elle vient de rééditer un livre, donc Je suis maudite sauvagesse dans Antoine Capèche, donc qui était, où c'était la colère qui s'est manifestée, donc c'est un livre pionnier, et elle vient de faire la préface. Donc là, c'est même une mise en
donc une matérialisation, disons, de l'hommage d'un côté, de l'analyse et de la sororité, c'est-à-dire que intervenir dans l'édition et écrire la préface. Donc là, c'est évidemment en même temps les dialogues, l'hommage et la réappropriation et la réintégration dans le canon littéraire d'une parole qui a été pionnière. Donc, je crois que oui, hein, en fait, je crois que justement, ces mondes, l'engagement qu'on voit dans cet univers d'écrivaines fait que il y ait la même chose. Donc, au Québec, on pourrait dire la même chose aussi, c'est-à-dire dans d'autres univers que le monde de la littérature autochtone. Mais la sororité, l'engagement surtout, donc fait que ce travail d'avancer, de faire prendre conscience, donc c'est fait à plusieurs, donc avec différentes générations. Donc ça, c'est clair, oui. Oui. Merci beaucoup. Bien. Merci, Béatrice. Nous avons, je pense, une troisième question. Alors, je donne la parole à l'intervenante qui l'a demandé. Bon, en fait, c'était Paula qui ne peut pas ouvrir les microphones et donc elle demandait recommanderiez-vous de lire l'un des romans que vous avez mentionné en premier? Ouf, ça c'est difficile évidemment. Donc recommander un livre, c'est toujours bon. Ça, on doit d'abord, c'est toujours en harmonie avec la sensibilité du lecteur ou de la lectrice dans ces cas. Donc c'est parce que j'ai parlé aussi de plusieurs genres, non, de romans, de poésie, mais c'est vrai que Théo à jamais pourrait être donc le roman Théo à jamais, c'est un roman qui donc pose des questions concernant l'univers intime, mais aussi les problèmes de la société, où il y a donc l'imaginaire de la ville, la comparaison entre les mondes des États-Unis et les mondes de Montréal. C'est vraiment un roman très très intéressant et qui n'est pas très long, donc ça aussi, ça pourrait être un bon début si c'est un peu une gradation de commencer par l'un des livres. Donc, ça pourrait être justement un premier livre à lire. Merci, merci bien. De rien. D'accord, donc je pense que nous devons conclure. On pourrait continuer longtemps avec ce sujet passionnant, mais nous allons conclure cette session excellente. Et je vous remercie tous de votre présence ici, tous et toutes de votre présence. Je remercie encore Carmen de nous avoir guidés dans ce voyage si enrichissant, de nous découvrir cette constellation de femmes qui sont en train d'écrire et de penser des livres, des œuvres si importantes. J'espère vous retrouver tous et toutes bientôt à l'occasion de notre prochain café qui tiendra lieu le 10 décembre. Ce sera un café à la fois présentiel et virtuel, dans un format très spécial, puisque la professeure Patricia Brazzi nous proposera un café-concert piano avec la présentation des préludes. Donc, je vous attends nombreux et nombreuses à la prochaine occasion. Je vous remercie et bien, j'espère vous retrouver bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.